Nous recevons aujourd'hui Frédéric Ogelot pour son essai Second souffle aux éditions Feuille-Bleu. Sous-titre La bande dessinée alternative dans les années 2000 à 2020. Alter, donc autre, par rapport à quoi? La question principale de l'ouvrage, en tout cas pour l'introduction, puisqu'une fois que la réponse est donnée, ça permet d'explorer tout ce champ que j'appelle de la bande dessinée alternative. Pour faire simple, la bande dessinée alternative, ça va être du ni la bande dessinée la plus commerciale, mainstream, produite par les éditeurs de l'industrie culturelle, ni les mangas qu'on trouve de plus en plus partout, ni les comics qui sont publiés par série, etc. Donc c'est un peu du ni, mais il y a aussi du positif parce que c'est une bande dessinée qui cherche à montrer d'autres façons de créer par le dessin et par la bande dessinée, d'autres façons, c'est-à-dire en explorant toujours plus loin le médium bande dessinée, en s'affranchissant parfois de ce qu'on donne comme étant les canons ou les codes obligatoires de la bande dessinée, les cases, les bulles, les planches, etc. La bande dessinée alternative n'hésite pas à s'affranchir de ça, parfois, ou à l'utiliser de façon plus classique, mais il y a tellement de choses qui sont essayées par la bande dessinée alternative que ce n'est pas non plus simplement le fait d'expérimenter autre chose que les cases et les bulles qui suffit à la définir. Il y a une dimension aussi économique et politique pour moi, pour la bande dessinée alternative, c'est-à-dire que c'est une bande dessinée qui va essayer de faire découvrir des choses au lecteur, quitte à ce qu'il y ait une prise de risque financière, commerciale ou économique pour les auteurs et pour les éditeurs. L'alternative, pour moi, c'est quelque chose qui est quand même plus répandu ou plus accessible, en tout cas commercialement ou matériellement, que l'underground. L'underground, ça va être distribué par les auteurs eux-mêmes ou par vraiment de micro-éditeurs associatifs au plus. Les éditeurs alternatifs, pour moi, c'est ceux qui sont déjà plus avancés, on va dire, dans le marché officiel de la bande dessinée parce qu'ils ont un diffuseur et un distributeur qui sont distincts de leur maison d'édition. L'argent est quand même le nerf de la guerre. Comment s'en sortent ces maisons d'édition alternatives? Alors elles s'en sortent tant bien que mal, j'ai envie de dire, assez difficilement, ça demande un énorme travail. Et ce qui ressort vraiment fréquemment, effectivement, c'est cette difficulté à arriver à maintenir en vie financièrement la maison d'édition pour pouvoir continuer à publier régulièrement. Il y a tout un tas de contraintes. Il faut arriver à être visible en librairie, il faut arriver évidemment à payer les factures des imprimeurs, du distributeur, etc. Sachant que dans le coût d'un livre, ce qui représente la majeure partie du prix, en fait, c'est les coûts d'impression et de distribution. Les maisons d'édition alternatives cherchent à se financer, donc tant bien que mal, donc évidemment par la vente de leurs livres. C'est d'ailleurs comme ça que la plupart se sont lancés. Leur idée, au départ, c'est d'arriver à financer le livre suivant grâce à la vente du livre précédent. Ça ne marche pas longtemps, parce que ça veut dire qu'il faut maintenir un rythme très soutenu, très dur à tenir, et ce qui fait qu'au niveau des flux financiers, en fait, c'est très dur à tenir sur un moyen terme ou un long terme. Du coup, ils se sont rapidement diversifiés avec un peu de merchandising, comme on dit, mais surtout, par exemple, en proposant des ateliers pédagogiques pour les scolaires ou dans des festivals, en proposant des expositions, plein de choses comme ça. Concernant les choix des dates de tes analyses, tu t'es arrêté à 2020. Aujourd'hui, et dans ta postface aussi, tu as quand même un regard sur ce qui s'est passé après la crise sanitaire. Est-ce qu'il y a eu des maisons d'édition qui sont restées sur les tapis? Pas en 2020, parce que l'année 2020 était tellement particulière que finalement les ventes ne se sont pas effondrées. Au contraire, il y a certaines maisons d'édition qui ont pu vendre autant, voire un peu plus que les autres années. Alors il y a eu l'inconvénient que les festivals et les salons où les maisons d'édition alternatives sont assez présentes et vendent pas mal. Donc là, il y a eu un manque à gagner assez important, mais elles ont pu compenser, par un travail assez important d'une partie des libraires, et évidemment des libraires indépendants. Il y a un lien fort, peut-être pas tout à fait naturel, mais assez logique entre maisons d'édition indépendantes et alternatives et librairies indépendantes. Ce qui a été plus compliqué, ça a été après. Ça a été en 2021-2022, où il a fallu reprendre
un cycle d'édition, on va dire, plus habituel, mais avec davantage de concurrence, davantage de frais, parce qu'il y a eu l'inflation suite aux différentes crises, la hausse des coûts de l'impression à cause des coûts du papier, des coûts des transports, les prix des carburants, tout ça se répercute en fait indirectement sur les prix du livre. Les éditeurs n'ont pas forcément augmenté immédiatement les prix de leurs livres, ou alors de façon minime, en tout cas pas dans les proportions de leurs coûts. Donc il a fallu faire face à ça. La seule que je peux citer directement qui a arrêté, c'est Vite Cocagne. Donc une maison d'édition qui est de la même génération, du début des années 2000, qui a le même parcours que ceux que j'ai pu interroger, avec au départ du fanzina, une petite revue, etc. Puis ça s'est un peu étoffé. Vite Cocagne, là, a pas eu enfin les éditeurs en tout cas, n'ont pas eu les ressources pour continuer à se battre à ce moment-là. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient plus la possibilité d'éditer, ils auraient peut-être pu continuer en recherchant, là encore, d'autres sources de financement, en augmentant encore le travail personnel, bénévole, etc. Ils ont fait le choix de s'arrêter parce qu'ils sont aussi auteurs, ce qui est un point commun avec la plupart des autres éditeurs alternatifs d'ailleurs. Depuis le début des années 2020, les évolutions sont un peu différentes. Il y a des maisons qui ont encore grossi, entre guillemets. Je pense à Ça et Là, qui a quelques gros succès, notamment parce qu'il a remporté 2 années de suite le Fauve d'Or à Angoulême. Je pense aussi aux éditions 2024, qui ont pas mal grossi ces dernières années, et ça s'est encore accéléré au début des années 2020, avec des publications pour la jeunesse qui ont eu davantage d'écho, qui se sont pas mal vendues, et puis quelques succès aussi dans leurs publications pour adultes depuis 2020, donc qui ont un peu grossi, avec un peu plus de publications, etc., tout en restant dans des proportions en termes de personnel, de revenus et de publications très modestes évidemment par rapport aux éditeurs de l'industrie culturelle. On est dans des maisons d'édition qui produisent, entre guillemets, pour les plus importantes comme Ça et Là ou 2024, 10 à 12 livres, grand maximum par an. La plupart, c'est un peu moins que ça. Toujours par rapport aux dates, tu fais commencer le second souffle dans les années 2000. Qu'en est-il du premier souffle, celui de la génération des années 90? Mais moi, j'ai décidé d'appeler ce second souffle pour les années 2000-2020 en qualifiant de premier souffle ce qui apparaît et ce qui se développe dans les années 80 et surtout les années 90, autour de maisons d'édition comme l'Association, évidemment, sachant qu'il y a eu des prémices avec d'autres maisons d'édition, avec le fanzina, avec quelques revues, dès les années 70, même si on remonte à ce qui a inspiré les auteurs-éditeurs de l'association. Eux ne se sont jamais cachés à avoir des sources d'inspiration, que ce soit par exemple dans la presse avec Charlie Mensuel, ou dans l'édition avec la première version entre guillemets de Futuropolis. Mais pour moi, le premier vrai souffle alternatif, il date des années 80 et surtout 90, quand un certain nombre de maisons d'édition se sont fondées autour d'un certain nombre d'auteurs et d'éditeurs et ont commencé à prendre de l'ampleur et à être repérés par les lecteurs, par les médias. Donc on a l'association, la Cornelius, Ego Comics, les Requins Marteaux, Six Pieds Sous Terre, toute cette génération vraiment qui est du tout début des années 90. La génération du second souffle, du début des années 2000 jusqu'aux années 2020, a eu beaucoup plus de facilité, on va dire, pour entrer sur le marché de la bande dessinée, pour se faire reconnaître par un certain nombre de lecteurs et de médias, parce que la génération précédente avait déjà fait une grosse partie du travail dans ce domaine-là. Par contre, il y a une forme de rupture dans le sens où c'est une génération qui cherche à aller encore plus loin ou dans davantage de directions, plus loin dans la révolution, on va dire, graphique, s'affranchir encore davantage des codes traditionnels, entre guillemets, de la bande dessinée, aller chercher du côté d'autres formes artistiques, d'autres expressions artistiques, aller chercher encore davantage à l'étranger, tout en cherchant aussi justement cette pérennité, on en parlait tout à l'heure quand on a parlé des aspects économiques, cette pérennité économique pour pouvoir durer assez longtemps, pour faire vivre des catalogues. L'ambition de cette génération-là, qu'avait aussi la précédente, mais là ça s'est affirmé dès le début, c'est-à-dire dès la création des maisons d'édition, la volonté de créer des catalogues qui soient pérennes sur un certain nombre d'années, voire dizaines d'années, pour pouvoir faire vivre les livres
au-delà de leur simple sortie en librairie pendant quelques semaines, quelques mois. Non, l'idée de ces éditeurs-là, c'est de faire vivre des catalogues sur plusieurs années. Et c'est aussi ce qui est particulièrement difficile à l'heure actuelle.